Été 1951, dans un petit village du Gard, dans le sud de la France. Il fait chaud. La vie reprend doucement après les années noires de la guerre. Les gens se retrouvent sur la place, achètent leurs baguettes le matin, dînent en famille le soir. Et puis soudain, tout bascule. Des hommes et des femmes se mettent à délirer dans les rues, certains croient voir des démons, d'autres se jettent par les fenêtres. Des enfants convulsent, des adultes en parfaite santé sombrent dans une folie absolue, en quelques heures. 5 personnes mourront, plus de 50 seront enfermés en hôpital psychiatrique, 300 habitants seront touchés, et personne, encore aujourd'hui, ne sait vraiment ce qui s'est passé cette nuit-là. Bienvenue sur Shadow of History. Aujourd'hui, plongeons dans l'affaire du pain maudit, l'un des mystères les plus glaçants et les plus politiquement explosifs de l'histoire de France. Pour comprendre ce qui va se passer à Pont-Saint-Esprit, il faut d'abord comprendre dans quel état se trouve la France en 1951. 6 ans après la libération, le pays sort à peine la tête de l'eau. La Seconde Guerre mondiale a tout ravagé. Les infrastructures, l'économie et surtout les chaînes d'approvisionnement alimentaire. Pendant l'occupation, les Français ont survécu avec des ersatz, des succès d'année, du pain bas de gamme coupé avec n'importe quoi. Et cette habitude de la débrouille, cette acceptation du médiocre, elle ne disparaît pas du jour au lendemain. Le pain, en France, c'est bien plus qu'un aliment. C'est un symbole. C'est politique. Et dans les années qui suivent à la guerre, la bataille du pain, assurer l'approvisionnement suffisant en céréales pour nourrir toute la population, est une priorité nationale. Dans le Gard, le département où se trouve Pont-Saint-Esprit, la situation est particulièrement tendue. La région est avant tout viticole. La vigne y a progressivement remplacé le blé depuis le début du siècle. Le pain, ici, dépend massivement des livraisons extérieures. La farine vient d'ailleurs, parfois de loin, et sa qualité est pour le moins variable. Les meuniers opèrent dans un marché régulé par l'État. Les prix sont fixés administrativement. La concurrence est quasi inexistante. Dans ces conditions, la qualité passe souvent au second plan. C'est dans ce contexte, une France fragilisée, une filière céréalière sous tension, des contrôles alimentaires balbutiants, que la catastrophe va se produire. Nous sommes le 17 août 1951. Ce jour-là, les 3 médecins de Pont-Saint-Esprit, une ville de 4500 habitants, commencent à recevoir des appels inhabituels. Des patients se plaignent de frissons, de maux de ventre, de vomissements, de bouffées de chaleur. Rien d'alarmant a priori. Un été chaud, peut-être une mauvaise digestion. Mais le lendemain, le surlendemain, les appels ne s'arrêtent plus. Et les symptômes deviennent de plus en plus étranges. Des malades commencent à avoir des hallucinations. Certains voient des animaux qui n'existent pas. D'autres entendent des voix. Des patients pourtant sains d'esprit décrivent des visions terrifiantes, des sensations de brûlure intérieure, l'impression que leur corps ne leur appartient plus. Le point commun entre tous ces malades, ils ont tous acheté et mangé du pain chez le même boulanger, Roquebriand. Les médecins tirent la sonnette d'alarme. Le pain est suspect. On recommande aux habitants de ne plus en manger. Les spiripontins, c'est le nom qu'on donne aux habitants de Pont-Saint-Esprit, se rabattent en urgence sur les biscottes. Mais pour certains, il est déjà trop tard. La nuit du 24 au 25 août 1951, les habitants l'appelleront plus tard, la nuit de l'apocalypse. En quelques heures, 23 personnes souffrant d'hallucinations violentes sont internées d'urgence. Plusieurs d'entre elles tentent de se jeter par les fenêtres. Un homme est retrouvé en train de courir dans la rue en hurlant qu'il était poursuivi par des bêtes de feu. Un enfant réclame qu'on étouffe les serpents qui rampent sur ses jambes, des serpents que personne d'autre ne voit. Au total, entre 200 et 320 personnes sont plus ou moins gravement atteintes. 5 à 7 personnes décèdent, directement ou indirectement à cause du pain consommé. Une femme de 25 ans est parmi eux. Une trentaine de personnes resteront plusieurs mois en hôpital psychiatrique. Certains garderont des séquelles pour le reste de leur vie. Pont-Saint-Esprit est en état de choc. Et la question qui est sur toutes les lèvres est simple, angoissante et sans réponse. Qu'est-ce qui a empoisonné ce pain ? Dans les jours qui suivent, c'est le chaos. Judiciaire, médiatique, humain. Un journal de l'époque, cité par l'historien Stephen Kaplan, résume parfaitement l'ambiance. Faute du nom du mal,
On veut connaître celui de l'homme responsable. Les versions les plus abracadabrantes circulent. On accuse le boulanger, son mitron, puis l'eau des fontaines, les machines à battre, les puissances étrangères, la guerre bactériologique, le diable, la SNCF, le pape, Staline, les nationalisations. Vous avez bien entendu, Staline, le pape et la SNCF. La police, elle, s'oriente rapidement vers une piste concrète. Un meunier du Poitou, un Maurice Maillet, est accusé d'avoir mélangé à sa farine du seigle avarié. Il finira par avouer, dans un aveu d'une candeur terrifiante, « Je n'ai pas osé livrer cette marchandise de mauvaise qualité dans ma propre commune, alors je l'ai expédiée à Pont-Saint-Esprit. » Les habitants applaudissent son arrestation. On tient le coupable. Sauf que, 2 mois plus tard, un laboratoire militaire de Marseille rend ses conclusions. Aucune trace d'ergot de seigle dans le pain ou la farine analysée. Maillet est relâché. La piste la plus évidente s'effondre. L'enquête judiciaire patine. Le juge d'instruction clôture finalement le dossier en retenant la thèse d'un fongicide chimique, le panogène, qui aurait contaminé la farine. Mais cette hypothèse sera elle aussi sérieusement remise en question par tous les chercheurs qui examineront le dossier après lui. Pendant ce temps, une chose étrange se produit. Lors de perquisitions menées dans des moulins à travers toute la France, les agents découvrent que 74 meuniers utilisent illégalement des machines de blanchiment à base d'un composé chimique appelé l'agène, le trichlorure d'azote, dont les effets neurologiques ressemblent à ce qu'ont vécu les habitants de Pont-Saint-Esprit. L'enquête sur ces meuniers est arrêtée, discrètement, sous la pression de la filière. Il y a des affaires où plus on cherche, moins on trouve. Celle-ci en fait partie. Depuis 1951, plusieurs théories scientifiques sérieuses ont été avancées pour expliquer le drame de Pont-Saint-Esprit. La plus ancienne et la plus intuitive est celle de l'ergot du seigle. C'est un champignon parasite des céréales, le Claviceps purpurea, qui produit de l'acide lysergique. Un nom qui ne vous dit peut-être rien, mais sa forme synthétique, elle, vous est sûrement familière. C'est le LSD. L'ergotisme, l'empoisonnement par l'ergot de seigle, est une maladie connue depuis le Moyen-Âge. On l'appelait alors le feu de Saint-Antoine. Les victimes souffraient de convulsions, d'hallucinations, de gangrène des membres. Certaines épidémies médiévales entières ont été attribuées à cette cause. Les symptômes de Pont-Saint-Esprit y ressemblent de façon troublante. Problème, aucun laboratoire n'a trouvé de traces d'ergot dans les échantillons de pain analysés. En 1982, un toxicologue spécialiste des moisissures, le professeur Moreau, propose une autre piste, les mycotoxines, des substances produites par un champignon qui peut se développer dans les silos à grains. À l'époque, les effets de ces toxines sont pratiquement inconnus en médecine humaine. Aujourd'hui, on sait qu'elles peuvent provoquer des troubles neurologiques sévères. L'historien américain Stephen Kaplan, lui, retient une troisième hypothèse, le blanchiment artificiel du pain à l'agène, une pratique illégale mais très répandue dans les moulins français de l'époque. Toutes ces théories ont une chose en commun. Elles expliquent en partie les symptômes, mais aucune ne les explique complètement. Les séquelles observées chez les malades de Pont-Saint-Esprit, des rechutes et des troubles psychiatriques pendant plusieurs mois après une simple exposition alimentaire, restent inexpliquées par ces seules hypothèses. Et c'est là qu'arrive la théorie la plus dérangeante de toutes. Si ce dossier vous intrigue, abonnez-vous à Shadow of History pour découvrir les secrets du passé. Un journaliste américain indépendant, Hank Albarelli Jr., publie un livre intitulé A Terrible Mistake. Son sujet principal, la mort mystérieuse de Frank Olson, un scientifique travaillant pour la CIA à Fort Detrick, dans le Maryland, la base où l'armée américaine développait ses programmes d'armes biologiques et chimiques. Mais dans ses recherches, Albarelli tombe sur quelque chose d'inattendu. Des documents déclassifiés mentionnant en passant un événement en France, en 1951, dans un village du Gard. Ces documents révèlent notamment une conversation entre un agent de la CIA et un scientifique du laboratoire suisse Sandoz, le laboratoire où travaillait Albert Hofmann, le chimiste qui avait synthétisé le LSD pour la première fois en 1938. Dans cette conversation, il est question de l'incident de Pont-Saint-Esprit. Selon Albarelli, des anciens chercheurs de la CIA à Fort Detrick lui auraient confirmé
que la ville de Pont-Saint-Esprit avait subi une pulvérisation aérienne de LSD dans le cadre d'un test militaire. Ce test, décrit comme un échec complet, aurait ensuite été suivi d'une seconde phase, la contamination directe de produits alimentaires locaux. Nous serions, en d'autres termes, devant un test grandeur nature, mené sans le consentement, ni même la connaissance, de la population civile française. Dans quel contexte ? Celui du programme MK Naomi, une opération secrète de la CIA menée pendant la guerre froide visant à tester des agents chimiques comme armes de guerre et comme outils de contrôle mental. MK Naomi est une branche du célèbre programme MK Ultra dont on a appris l'existence dans les années 70 grâce à des documents déclassifiés. L'idée dans ce contexte de guerre froide était terrifiante dans sa logique militaire. Et si on pouvait rendre fou une armée entière ? Et si on pouvait paralyser une ville en contaminant son eau ou sa nourriture avec une substance psychoactive ? Les Américains n'étaient pas les seuls à explorer ces pistes, les Soviétiques le faisaient aussi. La course aux armements chimiques et psychotropes était bien réelle. En 2015, un documentaire sur ce sujet est diffusé sur France 3. L'affaire entre enfin dans le débat public. Mais en 2024, le chercheur Francis Fleur-Alessard publie une analyse encore plus approfondie. Il confirme que la piste de la contamination accidentelle ne tient pas. Mais il nuance aussi la théorie du LSD seul. Pourquoi ? Parce que le LSD, en théorie, ne provoque pas de séquelles psychiatriques qui durent des mois après une seule prise. Or, à Pont-Saint-Esprit, plusieurs malades ont souffert de rechutes et de troubles graves pendant très longtemps. Sa conclusion est glaçante. Il ne s'agissait probablement pas de LSD seul, mais d'une combinaison de LSD et de barbiturique, des sédatifs puissants. Une association qui n'aurait jamais été testée en laboratoire au préalable. Comme si quelqu'un avait décidé à la dernière minute d'ajouter un sédatif pour contrôler les effets imprévisibles du LSD sans mesurer les conséquences. Novembre 2022. La CIA publie une liste de documents en cours de déclassification. Dans cette liste, une mention, discrète, presque noyée dans des centaines de pages. Elle indique « Tous les documents relatifs au projet, y compris les fichiers de Pont-Saint-Esprit ». Ces fichiers n'ont pas encore été rendus publics dans leur intégralité. On ne sait pas ce qu'ils contiennent précisément, ni s'ils confirment ou infirment l'implication de la CIA. Mais leur existence est en elle-même troublante. Pourquoi la CIA aurait-elle des fichiers sur un incident alimentaire dans un village de 4500 habitants dans le sud de la France en 1951 ? La question reste ouverte. Pont-Saint-Esprit existe toujours. C'est une ville tranquille du Gard, au bord du Rhône, avec ses vieilles pierres et ses marchés provençaux. La plupart des habitants qui ont vécu cette nuit de l'apocalypse sont morts depuis. Leurs enfants ont grandi avec cette histoire. Mais la vérité, elle, n'a jamais vraiment été dite. En 1965, la justice française a rendu son verdict. Farine avariée, clôture du dossier, affaire classée. Sauf que tous les chercheurs, journalistes et toxicologues qui se sont penchés sur ce dossier depuis 70 ans arrivent à la même conclusion. L'explication officielle ne tient pas. Les symptômes sont trop graves, trop spécifiques, trop persistants pour être expliqués par une simple contamination accidentelle. Alors que s'est-il passé réellement à Pont-Saint-Esprit le 24 août 1951 ? Une contamination fongique naturelle ? Un blanchiment illégal de farine ? Une expérience secrète de la CIA sur des civils français dans le cadre de la guerre froide ? Ou une combinaison de tout cela ? Un contexte alimentaire déjà défaillant sur lequel une intervention extérieure est venue se greffer ? Ce qui est certain, c'est que cette affaire parle de quelque chose de très contemporain. La vulnérabilité des populations, la confiance aveugle qu'on accorde à ce qu'on mange chaque jour et la façon dont les gouvernements peuvent choisir de taire ce qu'il serait pourtant crucial de savoir. Le pain, en France, c'est sacré. Cette nuit-là, quelqu'un a profané ce sacré. Et on ne sait toujours pas vraiment qui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si vous connaissez d'autres affaires de ce genre, des mystères historiques qui méritent d'être racontés, dites-le moi en commentaire. C'était Shadow of History, là où l'histoire laisse des zones floues,
et où les mystères restent toujours vivants. À tout de suite pour une nouvelle vérité.